Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'entretien de la rédaction. Liberté, justice sociale, rêve de démocratie, des sentiments, des espoirs portés par de nombreux peuples longtemps étouffés, opprimés par des gouvernements autocratiques. Un malaise qui finit tôt ou tard par éclater comme nous avons pu le voir depuis les années 2000 où les révolutions se sont succédées dans les pays de l'Est puis arabes. Ces pays ont vécu des printemps bien tumultueux où certains d'entre eux ne se sont pas encore relevés du chaos. Je parle de la Syrie, de la Libye, les exemples sont nombreux. Pour M. Ahmed Ben Saada, enseignant et chercheur, rien n'est fortuit. Tout s'enchevêtre, telle une arabesque, et c'est d'ailleurs le titre de son livre que nous allons décortiquer ce soir pour vous. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté la nôtre. Vous êtes titulaire d'un doctorat en physique à l'Université de Montréal. Vous êtes également chercheur, auteur, essayiste. Vous vous êtes lancé dans l'analyse politique depuis quelques années. Vous avez mené une enquête sur le rôle des États-Unis dans les révolutions arabes ou les révoltes arabes. À travers vos investigations, vous êtes arrivé à une conclusion. Rien ne se fait par hasard. Tout est question de manipulation, de machination, Monsieur Ben Saada? Alors, on ne peut pas dire que c'est uniquement de la machination. Il y a des problèmes sérieux, vous les avez cités au début. Je veux dire, on ne peut pas, par exemple, faire des révolutions colorées dans un pays, par exemple les pays nordiques, ou un pays où le niveau de vie est excellent. Il faut qu'il y ait un malaise social à la base. Il faut qu'il y ait un malaise, il faut ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle dans mon livre, un terreau fertile. Oui. Un terreau fertile, c'est un pays, ce sont des pays où il y a des problèmes. Et les problèmes s'accumulent avec des gouvernants qui sont coupés des gouvernés. Et à ce moment-là, dès qu'il y a une étincelle, les révoltes rejoignent les rues et on a vu ça dans plusieurs pays. Oui. Mais cela n'empêche pas que tous ces mouvements peuvent être dirigés dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Alors, vous avez édité votre livre Arabesque en 2011. Une réédition a été est parue 4 années plus tard avec beaucoup plus de références, qui a été étoffée. Aujourd'hui, votre livre réapparaît sur le devant de la scène parce que on peut quelque part superposer vos écrits, votre analyse sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Nous nous retrouvons un peu dans cette configuration de printanisation. Exactement. En fait, j'ai bien observé depuis février, donc le 22 février, j'ai observé les mouvements de foule, ce qui s'est passé, en fait, les manifestations sociales. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de similitudes entre ce qui s'est passé dans les pays printanisés, que j'appelle printanisés, ou les pays, les ex-pays de l'Est qui étaient sous le giron soviétique et qui sont maintenant complètement du côté des Occidentaux. Je cite par exemple la Serbie, la Géorgie, l'Ukraine ou le Kyrgyzstan par exemple. Pour vous, il y avait de la manipulation derrière? Alors, pour moi... ça répondait à un agenda, ces révoltes? Exactement. Donc, en fait, entre pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. L'Algérie est un pays, quand même, qui a énormément de potentialités, ne serait-ce que par ses richesses et aussi par sa position géostratégique. Et donc, les convoitises ne sont pas fortuites. Et c'est sûr que... de nombreux pays, que ce soit occidentaux, veulent avoir accès à ces richesses-là ou alors ouvrir le marché à leurs produits, etc. Donc ça leur prend des gouvernements qui sont ouverts à leurs propositions, pour ne pas dire autre chose. Mais je ne veux pas, c'est-à-dire mon discours ne doit pas être compris comme tout est manipulation. Non. Alors il y a des problèmes, oui. Des problèmes réels dans les pays arabes. Nous le savons, un déficit de démocratie, taux de chômage, voilà, l'accès à plusieurs services sociaux les accès ne sont pas disponibles, problèmes sociaux, etc. La jeunesse, les haragas, etc. Nous ne devons pas nous cacher la face. Il y a des problèmes. Mais
n'empêche que de notre côté, il y a des pays qui cherchent à récupérer les mouvements pour leurs intérêts. Voilà, pour leurs intérêts. Et moi, je m'érige contre ça, finalement. Je m'érige contre ça. Alors, en Algérie, de nombreux signes montrent qu'il y a eu manipulation. Et ça ne veut pas dire que les gens me disent « Oh, des millions de personnes qui sont sorties durant tous les vendredis, ils sont tous manipulés. » C'est impossible. Oui. Il est impossible de manipuler. C'est un peu la théorie de la conspiration. Voilà. À chaque fois, voilà. Alors pour qu'on passe toujours comme conspirationniste, c'est très facile. C'est comme, en fait, c'est comme quand on est anti-Israël, on est antisémite. En fait, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire que dès qu'on on dit il y a de la manipulation, bof, c'est fini. Nous sommes dans la conspiration. C'est pas vrai. Mon livre est étayé avec plus de 600 références, toutes vérifiables sur Internet. Je défie quiconque venir... accessible également accessible, c'est-à-dire que l'information, elle est disponible. Je donne les références, les gens peuvent aller. Quand je parle de la National Endowment for Democracy qui donne de l'argent à des organismes algériens, il y a et pire que ça, dans la version algérienne, j'ai même mis les documents. C'est-à-dire que celui qui achète le livre, il va voir les documents où figure exactement avec l'argent, l'année, etc. Alors votre livre, vous en parlez à l'instant, je rappelle qu'il a été quand même préfacé par Majid Némé, directeur de Africasie. Il est recommandé par Michel Collomb, aussi journaliste, qui a créé le collectif d'investigation, qui mène le même combat de dénonciation envers cette mainmise du capitalisme, de l'impérialisme. Aujourd'hui, ce concept de manipulation, disait les Algériens, le refusent un peu parce que pour eux, c'est un peu leur retirer leurs revendications. Votre livre est bien étayé et bien informé. Vous parlez d'ONG, aujourd'hui américaines, qui ont un but précis, c'est-à-dire exporter la démocratie, ou se cache derrière peut-être ce concept d'exporter la démocratie? Alors, il y a dans la politique américaine, alors moi je me suis intéressé exclusivement aux organismes américains d'exportation de la démocratie, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Oui. Il y a aussi des organismes européens qui... Mais bon... Oui, votre recherche s'est basée sur les États-Unis. Plus tard, on pourrait faire... Et puis les documents sont peut-être plus disponibles. Et les documents sont plus disponibles. La presse américaine, de temps en temps, elle laisse entendre certaines choses qu'on peut récupérer. Des grands journaux comme New York Times ou Washington Post qui nous donnent des informations très, très croustillantes. Mais en fait... c'est les ONG qui financent des organismes locaux. Oui. Ça fait partie d'une politique américaine qui a été élaborée après une enquête qui a été faite par un think tank très connu qui s'appelle RAND, qui est le think tank de l'armée américaine, qui se sont dit, au lieu d'aller faire des guerres dans certains pays, ça serait plus intéressant de financer des organismes autochtones dans le pays par des jeunes de ce pays, en leur montrant que la démocratie c'est intéressant, etc. Donc en leur montrant que en fait la démocratie préconisée par les États-Unis est le modèle. Et qu'est-ce qui se cache finalement derrière tous les organismes américains de promotion de la démocratie ne se font que si il y a intérêt du gouvernement américain. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur leur site. Quand vous allez sur leur site, c'est écrit « Nous faisons la promotion, nous aidons des jeunes à se démocratiser, à se débarrasser de leurs autocrates, ils appellent ça dictateurs. Bon. Mais il faut que ça ait un retour. Voilà, il faut que ça ait un retour d'investissement, le retour d'investissement. Et à ce sujet, il y a une interview de Slimane Mamou, qui est un cyberactiviste connu en Tunisie, qui reconnaît avoir été financé, mais qui dit finalement la CIA nous a aidés, ok, mais il nous a juste donné de quoi faire notre révolution en fait. Oui. Alors Monsieur Ben Saada, vous parlez beaucoup de ces cyberactivistes, vous mettez en évidence leurs relations. Est-ce qu'ils sont mis en contact? Est-ce qu'ils travaillent selon un certain réseau? Est-ce qu'ils sont mis en contact entre eux? Alors, un journaliste français a nommé
le groupe de cyberactivistes arabes les a nommés la Ligue arabe du net. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font partie de ce qu'on appelle la région MENA, Middle East and North Africa, qui sont formés ensemble, en fait. C'est-à-dire que, moi, je cite des exemples, par exemple, de formation à Beyrouth en 2009, si mes souvenirs sont bons, ou en 2010, en Égypte. Ce sont des personnes qui vont se rencontrer là-bas. Et les noms sont connus, j'en donne pas mal dans mon livre, et sur mon site, il y a même des photos de ces personnes-là. Alors, les cyberactivistes sont ciblés en même temps et sont formés en même temps. Et cela, j'ai bien dit 2009, c'est-à-dire que c'était là des années avant le printemps arabe. Avant les printemps arabes, c'était prémédité pour vous. C'est pas prémédité, c'est-à-dire qu'il y a de la préparation en vue de quelque chose. Et le mouvement du 6 avril qui a été créé justement en 2008 a dit mais comment on peut faire pour justement ne pas aller à la confrontation avec les forces de l'ordre. Et donc ils sont partis se former chez M. Popovic. D'ailleurs il y a une très belle photo qui circule sur internet de Sherda Popovic avec Mohamed Adel. Donc ces gens-là se connaissent. D'ailleurs, il y a une autre vidéo sur Internet que tout le monde peut consulter de Slim Hammamo, même je pense qu'elle est sur mon site aussi. Slim Hammamo dit « Est-ce que vous connaissez les gens de l'Égypte ?» Mais oui, il dit Slim Hammamo, le Tunisien, connaît Wael Ghonaim, l'Égyptien qui était à Dubaï. Il connaissait par exemple Nasser Oueddadi, qui est le Mauritanien. Hicham El Merat. Leur implication dans la révolte est avérée. Elle est exactement. Slim Hammamo a été emprisonné par les policiers les policiers tunisiens. Donc, et vous avez aussi, par exemple, Mohamed Adel et son ami, le fondateur du mouvement du 6 avril, qui ont été emprisonnés par la suite. Vous avez aussi une dame qui s'appelle Isra Abdel Fattah, qui a été nommée la Facebook Girl. Parce qu'elle a fondé avec Ahmed Maher, ils ont fondé le mouvement du 6 avril, il a été extrêmement, très impliqué dans les réseaux sociaux. Donc, et Isra Abdel Fattah a eu le prix de Freedom House, donc c'est connu. Et Freedom House qui finance justement les formations de cyberactivistes. Il y a du financement d'achat de matériel, il y a même du financement américain pour créer des outils pour être anonyme sur le net. Le programme Tor, c'est un programme extrêmement connu. D'ailleurs, même moi je l'ai utilisé, je l'ai téléchargé parce qu'il est gratuit. Un programme qui est donné gratuitement et accessible à tous. Et on peut l'utiliser dès qu'on l'installe sur notre ordinateur. Personne ne peut savoir notre adresse IP. On ne peut pas nous localiser. Et donc ce programme-là a été développé par des firmes américaines, dont Google et le département d'État à hauteur de je ne sais pas plus combien de millions de dollars. Je l'ai écrit dans mon livre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on remplace les chars et les armes par les réseaux sociaux, par la toile. Aujourd'hui, le danger est à ce niveau-là. Alors, je montre en fait dans mon livre que les organismes, les géants du web font partie aussi de l'arsenal américain, font partie, par exemple, un exemple très connu en 2009. Twitter devait faire de la maintenance de leurs ordinateurs. Ils voulaient couper pendant quelques jours, couper Twitter. Et c'était pendant les révoltes en Iran, à Téhéran, en l'été 2009. Et Hillary Clinton, en personne, est intervenue. Et ça, c'est connu. Pour demander le report. Le report de la maintenance des serveurs Twitter pour que les Iraniens puissent tweeter à leur guise. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce que vous avez relevé des similitudes avec la révolte qui se passe en Algérie, des similitudes sémantiques, des similitudes au niveau médiatique. Vous pouvez nous en parler? Alors, les similitudes... En fait, elles viennent, il y a dans ce type de révolte qu'on appelle non violente, c'est une théorie. C'est une théorie qui a été élaborée par un philosophe américain qui est mort l'année passée, qui s'appelle Gene Sharp. Il a développé toute une théorie et d'après lui, il dit que en fait,
toutes les révoltes qui se sont passées de manière pacifique ont mieux réussi que celles qui se passaient avec effusion de sang. Oui. Donc il a développé dans son livre, d'ailleurs son livre est gratuit, il s'appelle « De la dictature à la démocratie », et qui est disponible en 36 langues gratuitement. Vous pouvez le télécharger, ce soir vous pouvez aller, et vous pouvez le télécharger. Ce livre a été appliqué pas pour la première fois, parce que la première fois c'était en Birmanie, ça n'a pas fonctionné, mais la deuxième fois ça a été appliqué en Serbie, par les Serbes du mouvement Otpor, que les gens connaissent maintenant avec le point fermé. Voilà. Donc, le point fermé que j'ai mis d'ailleurs sur la couverture de mon livre. Et donc, on l'a retrouvé dans plusieurs révoltes. Exactement. Et donc, quand les jeunes d'Otpor, dans ce temps-là, c'était des jeunes étudiants très connus d'ailleurs, qui sont encore actifs jusqu'à maintenant, et ils ont pris les données de Gene Sharp et ils ont fait un manuel. Ce manuel contient 199 méthodes d'action non violente. 199, 1, 2, 3, 4, etc. Un véritable guide. Un guide de comment en fait faire un regime change, un changement de régime soft en fait. Et ce qui m'avait étonné, c'est que la première fois que j'ai vu des jeunes filles donner des fleurs à des policiers, c'est une technique extrêmement connue. J'ai des photos de ce comportement en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan, au Liban, en Égypte, partout. Partout. C'est la première des choses. Et ça, ce qui est étonnant, à la limite en Serbie ou dans les autres pays, on a l'habitude de donner des fleurs je veux dire à leur femme ou je ne sais pas comment, pas un policier. On n'achète pas des fleurs pour le donner à un policier. Et dans une vidéo, vous avez étudié, non mais ça porte le numéro 33. Dans les 199, ça porte le numéro 33. Ça s'appelle la fraternisation avec l'ennemi. Alors, dans la fraternisation avec l'ennemi, il y a offrir des fleurs, offrir des cigarettes, se photographier avec, faire l'accolade. Même on a vu en Égypte, par exemple, des mamans embrassant des soldats. Et ça aussi, comme pour l'embrasser. Ou alors, se photographier avec. Alors, fraternisation avec l'ennemi, on a un peu, quand on lit l'ennemi, mais en fait l'ennemi c'est l'armée ou les policiers. Pourquoi? Parce que en fait entre le peuple et l'autocrate, Gene Sharp dit qu'il y a une barrière. Cette barrière, c'est elle qui protège l'autocrate. Et si cette barrière, on peut la faire changer de bord, il n'y a plus d'autocrate. L'autocrate est tout nu. Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Ça a fonctionné dans plusieurs pays. Pas tous, mais ça a fonctionné dans de nombreux pays. Donc, cet aspect de donner des fleurs, ça, c'est quelque chose qui porte un numéro. Et même au niveau des slogans, oui, vous avez aussi les slogans. Tous les slogans courts. L'utilisation de l'humour, un des leaders d'Otpor, c'est Sherda Popovic. Vous avez des vidéos sur Internet de lui qui dit « Nous avons utilisé et nous recommandons l'utilisation de l'humour ». C'est ce qu'on appelle le laughtivisme, c'est-à-dire l'activisme en riant. Eh bien oui, alors vous avez basé donc vos recherches sur les États-Unis et les ONG américaines qui financeraient les organismes locaux, on en a parlé pour reprendre votre expression. L'objectif est de remodeler le Grand Moyen-Orient à la sauce américaine. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, notre pays se retrouve un peu dans cette configuration ou répond-elle à notre agenda? Exactement. Donc notre pays, il n'est pas différent des autres pays arabes. Et il est fait exactement partie du monde arabe. Il y avait déjà un malaise qui a été... Il y a un malaise, il y a des problèmes. Et aussi, c'est un gros morceau du monde arabe. Et il a été visé en 2011. Sauf que la mayonnaise n'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'à cause de notre histoire, de la décennie noire, etc. Vous comprenez? Donc, il est impossible que l'Algérie n'ait pas été visée. Si la Syrie a été visée, si le Yémen a été visé, si la Tunisie a été visée, cela veut dire que l'Algérie a été visée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... Je vais vous interrompre, je reprends l'expression de Majed Nemeh dans une déclaration où il disait aujourd'hui, on veut la démocratie en Syrie, c'est-à-dire qu'on veut la rendre un peu bon marché. Exactement, exactement. Vous avez dans les organismes, on va en parler plus tard, peut-être probablement, vous avez George Soros.
très connu, les gens le connaissent de nom. George Soros, il a un organisme qui s'appelle Open Society. Et sa fondation s'appelle Open Society Foundation. Cette fondation, elle cherche à ouvrir les marchés. C'est-à-dire, pour elle, un pays qui a des systèmes douaniers, qui protège ses richesses, qui protège son industrie, il n'est pas ouvert et il faut l'ouvrir par tous les moyens. On va vers le capitalisme et l'ouverture. Par exemple, vous voyez Soros qui finance des formations en Serbie, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que lorsque Otpor a réussi à mettre à bas le régime de Milosevic, donc quand ils ont réussi leur révolution, on appelle la révolution du bulldozer, ils ont créé un centre qui s'appelle le centre Canvas. Et à partir, oui, j'en parle beaucoup, oui. Et Canvas, il est sur Internet, vous pouvez aller le voir, je veux dire, vous pouvez aller le consulter, etc. Si vous voulez faire une révolution, vous avez à leur écrire, ils vont vous aider à faire une révolution. D'ailleurs, il y a même des clips publicitaires où un des fondateurs d'Otpor, qui s'appelle Ivan Marovic, il dit « Nous sommes là, vous voulez faire une révolution, nous sommes là ». C'est-à-dire qu'ils sont en lien, en contact avec les activistes. Oui. Exemple. Au Liban, en 2005, il y a eu de très grosses manifestations pour chasser les Syriens. Ivan Marovic, on le sait maintenant, on a des documents qui montrent que Ivan Marovic était présent au Liban. Et d'ailleurs, quand vous parlez à Popovic, on lui a posé la question, mais où est-ce que ça a marché votre affaire? Ben, il cite le Liban aussi. Il cite les Maldives. Vous comprenez, il y a des pays qui ne font pas la une des journaux, mais aux Maldives, il y a eu aussi une révolution colorée. La mayonnaise a pris. Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de pays, par exemple, où la mayonnaise n'a pas pris quand les pays sont très forts et quand ils ont une contre-révolution. Vous avez le Venezuela avec le mouvement GAVU, G-A-V-U, qui a été financé, c'est connu, financé par les organismes de financement de l'exportation de la démocratie. Vous avez l'Iran qui est souvent visé, très souvent, en 2009 et récemment, juste il y a quelques jours. Il y a eu aussi des émeutes, probablement aussi, je n'ai pas de documentation, mais ça semble qu'il y aurait quelque chose parce que en fait, la démocratisation de l'Iran est un point essentiel de la politique américaine. Oui. Alors, démocratisation, moi je dis démocratisation, ça veut dire changer le régime. Qui a toujours posé des problèmes. Exactement, qui a toujours posé des problèmes. Vous avez aussi les Russes. En 2005, il y a eu un mouvement en Russie aussi, qui a été vite écarté. Oui. Voilà. Alors, vous avez des pays comme ça où ça ne marche pas. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les organismes lâchent. Alors justement, vous parlez beaucoup d'ONG, vous parlez de la NED, vous parlez de l'UCED, si je me rappelle bien, voilà, l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui a d'ailleurs été expulsée de la Bolivie. De la Bolivie, de la Russie, de la Chine, etc. Oui, exactement. La NED, dotation nationale en faveur de la démocratie, ce sont les principales organisations étrangères. Vous avez aussi la Freedom House, qui finance aussi... en fait, Freedom House a une charte, une espèce de carte qu'il y a, et c'est elle qui donne une note sur la freedom, sur la liberté. Oui. Est-ce que le pays est libre ou pas libre? Alors, elle note des pays comme ça, c'est un organisme qui note des pays, dit que ce pays est libre, ce pays n'est pas libre. Et ils aident des jeunes. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ils ont même été actifs en Algérie. Ils aident des jeunes à mener leur pays vers la liberté. En fait, c'est ça Alors, certains pays commencent à se prémunir de ces ONG. La Russie, maintenant, a une loi encadre les ONG qui arrivent chez elle. Les États-Unis obligent ces organisations qui ont rapport avec la politique à se déclarer, ce que vous citez dans votre livre. Exactement, le FATF. Vous savez, il y a l'influence est avérée de ces organismes. Il y a un très grand historien américain qui s'appelle William Bloom qui dit: ce que nous faisons à l'étranger est interdit chez nous. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aller financer des groupes. S'il y a un financement étranger de quelque organisme que ce soit, il doit être déclaré. Oui. Il doit être déclaré au gouvernement. Et l'argent doit... Voilà, l'influence, et qu'est-ce qu'ils font, etc. Alors, j'ai écrit un article il y a, je ne me rappelle plus, quelques années, j'ai écrit un article que j'ai nommé ONG
organisme non grata, en fait, oui. où j'ai expliqué que finalement, beaucoup de ces ONG ne sont pas vraiment des ONG. La NED n'est pas vraiment une ONG, c'est pas un organisme... Vous dites qu'elle se cache derrière le visage... ça, mais c'est connu, ça veut oui. dire elle a un financement, elle est financée par le Congrès américain. Vous avez Freedom House aussi qui est financé. Il y a des dons publics, mais la grosse partie du financement vient de l'État américain. USAID est une agence. En fait, USAID c'est comme la NASA, par exemple. Vous avez une agence qui est pour aider les pays à l'étranger. Et qui est financé totalement par les États-Unis. Et USAID a un lourd passé en Amérique du Sud, par exemple. Oui. Oui. Voilà, a été chassé, comme on le disait. Alors pour vous, ces jeunes, ces cyberactivistes, est-ce qu'ils existent déjà en Algérie? Est-ce qu'ils sont formés à leur insu ou savent-ils qu'ils participent à une forme de manipulation Alors on les forme, comme vous le dites, à la manipulation de la foule, des masses, à travers les réseaux sociaux. Ils sont en lien entre eux. Pour lui, c'est tout un réseau, c'est toute une question de réseautage. Est-ce que vous avez cette donnée si des cyberactivistes actifs en Algérie ont été formés en tout cas par ces ONG? Alors, nous n'avons pas de nom, c'est certain que c'est très difficile. Contrairement par exemple à l'Égypte, où l'Égypte, dans mon livre, je cite des noms parce que les noms sont publics. Ce sont des personnes qui publiquement ont déclaré, etc. En Algérie, vous avez un cyberactiviste très connu qui s'appelle Mohamed Adel, qui était un des dirigeants du mouvement du 6 avril. Le mouvement du 6 avril est le mouvement le plus important dans les manifestations du 25 janvier 2011 en Égypte. Et on considère que le mouvement du 6 avril est un mouvement qui a été le fer de lance de la contestation en Égypte. Et Mohamed Adel, en 2009, il reconnaît être parti se former chez Canvas, donc en Serbie, et il dit « Nous étions 14 personnes, Algériens et Égyptiens ». Il le reconnaît. D'accord? Et ça, il y a une vidéo qui a été tournée par, je pense, Al Jazeera, qui est connue. Oui. Mais comment ça se passe? On les appelle dans un but d'information? Il y a, à mon avis, il y a un ciblage de leadership. En fait, on cherche toujours des leaders. Sur les réseaux sociaux, peut-être? Exactement. On les contacte via les ambassades, via les programmes spéciaux, etc. On cherche à avoir des leaders qui puissent être ouverts à la démocratie. Parce que, en fait, chacun de nous rêve d'avoir un pays, l'Algérie démocratique. Oui. Je veux dire, c'est-à-dire un jeune, quand on lui dit ton pays va être démocratique, etc., c'est un rêve. Je veux dire, c'est pas quelque chose. Le problème, c'est que. De ne pas tomber. Voilà. C'est-à-dire que. Il faut comprendre que tout pays étranger, quand il vous aide, il ne vous aide pas pour vos beaux yeux. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est votre objectif, démystifier un petit peu ce concept de printemps arabe, un peu détromper les gens sur l'origine, sur les objectifs réels qui se cachent derrière? Regardez, si vous prenez les rapports de financement de la NED Algérie, j'en ai plusieurs. Vous avez des organismes qui sont financés. Oui. Je les ai cités dans les articles et même dans mon livre, la Ligue des droits de l'homme, par exemple, le RAGE. Je n'ai rien contre ces organismes-là, sauf qu'ils sont cités, SOS Disparus ou le CFD, à Collectif des familles disparues d'Algérie. Ils ont reçu de l'argent. Mais quand ces gens-là reçoivent de l'argent pendant des années, et que dans le Hirak, on voit qu'ils font la promotion d'une certaine vision du Hirak, mais c'est à se poser des questions, je veux dire. Puis c'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent, pourquoi ils ont besoin d'argent. Parce que encadrer pour vous tout cela. La NED aide aussi des groupes pour
promouvoir leur culture, c'est correct. Mais quand on fait la promotion de la démocratie, de la politique, des élections, etc., c'est qu'on veut avoir un droit de regard dans cette chose-là. Alors on va terminer peut-être sur une idée que vous avez développée dans votre livre qui m'a un peu interpellée. Vous faites référence à tous ces livres édités dans les pays scandinaves, en Europe, et vous faites le parallèle avec le nombre de livres édités dans les pays arabes. Il y a un parallèle extraordinaire. Pour vous, aujourd'hui, l'avenir, c'est d'investir dans la science, le savoir, laisser les jeunes ou peut-être aller vers un meilleur niveau d'éducation, d'université, aller vers la recherche. Pour vous, ça peut être une solution? Notre pays doit investir dans l'éducation. Notre avenir dépend de nos jeunes. Et si on n'investit pas massivement dans l'éducation, avec un niveau d'éducation très élevé, des professeurs ayant des compétences, nous ne ferons rien du tout. Notre avenir, c'est dans nos jeunes, dans leur apprendre la citoyenneté, le respect d'autrui, le respect des idées, discuter et ne pas avoir des idées arrêtées. Tout cela se fait dans l'école et au plus jeune âge, parce que en fait, ce qui arrive à l'université, c'est une faible proportion de nos concitoyens. Nous devons former des concitoyens qui sont responsables, qui sont respectueux du civisme et qui sont des citoyens à part entière. Et en fait, la lecture, ce que vous disiez au départ, on voit très bien que dans les pays comme les nôtres, les gens ne lisent pas. Les gens ne vont pas vers la culture en général. Et ça, je le vois avec mes étudiants. Dès que je leur parle d'un... Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Et on voit qu'ils n'ont pas l'accès à la culture. Ils n'ont pas d'accès à la culture dans sa globalité. Et ça, c'est le devoir du prochain gouvernement qui va venir. Parce que, en fait, moi, je suis très favorable au Hirak. Mais un Hirak absolument intrinsèque, un Hirak qui est dépourvu de toute notion étrangère, de toute incursion étrangère. Nous avons des problèmes, nous pouvons les régler nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'autres personnes pour arriver à nos fins. Et puis, autre chose, il n'y a aucun mouvement de foule qui est resté aussi longtemps pacifique. Et ça, ça doit être notre fierté. Notre force, et notre force aussi. Et puis, rien ne sera comme avant. Moi, je suis convaincu que rien ne sera comme avant. N'importe quel gouvernement qui va venir par la suite, il aura toujours l'épée de Damoclès sur sa tête, c'est-à-dire le Hirak dans la rue. Parce que les gens savent maintenant que quand on a des revendications justes, ben on peut arriver. C'est lorsque ces revendications sont dépendantes d'un agenda étranger que les gens se posent des questions. D'accord ? Mais la globalité du Hirak est très très bénéfique. Elle a soulevé un questionnement vrai, un questionnement sincère, et les résultats sont venus après. La seule recommandation que je donne, après avoir étudié les phénomènes dans les pays de l'Est, qui étaient dans l'ex-Union soviétique, que j'ai étudié le printemps arabe, comment ils ont fini, nous devons garder notre pacifisme et s'ouvrir à l'autre, discuter avec l'autre. Ouvrir le dialogue. C'est sur cette note d'espoir que nous terminons cette émission, Monsieur Ben Saada. Je rappelle que vous avez un projet, celui d'écrire un ouvrage sur ce qui se passe en Algérie, sur la révolte algérienne, et que votre livre Arabesque, disponible aux éditions ANEP, sera bientôt traduit en langue arabe. Alors, il est traduit, il est déjà traduit, et il est sous presse. Il va être disponible dans quelques jours. Voilà, bientôt disponible dans les kiosques et dans les librairies. Merci d'avoir
d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Ben Saada, et de nous avoir éclairé sur votre ouvrage Arabesque. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.